La chasse aux fake news est ouverte en France. Un groupe de réflexion dirigé par Gérald Bronner a été chargé par l'Élysée de rendre d'ici quelques mois un rapport sur la propagation des fausses théories et les moyens de lutter contre. Une commission anti-complot qui ne fait pas l'unanimité puisque certains comparent l'organisme à un ministère de la vérité. À tort ou à raison? Pour se faire un avis, Spoutnik donne la parole à l'enseignant et docteur en biologie Alexander Samuel, engagé contre la désinformation scientifique. Bonjour Alexander Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour rebondir sur cette actualité de la commission nommée par le gouvernement, est-ce qu'il est possible selon vous d'empêcher la diffusion des fake news, alors on reviendra sur ce terme qui est un peu ambigu, sans porter atteinte à la liberté d'expression? En pratique, comment on fait? C'est extrêmement compliqué comme question, parce que les fake news, qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui est vrai? Il y a une autorité qui peut le décider ou pas? Est-ce que c'est une autorité politique? Donc effectivement, c'est une question très ardue. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sciemment mentaient. Donc là, c'est de la vraie fake news. Là, on sait quand une personne ment et sait qu'elle ment, là, c'est de la fake news. Quand elle essaye d'influencer des personnes, quand elle essaie de retourner des chiffres pour manipuler, là, c'est vraiment des fake news. Mais ensuite, il y a toute une partie qui est un peu plus ambiguë. Et les lignes sont souvent floues entre la fake news avérée, du mensonge, et puis la personne qui se trompe dans une interprétation, par exemple, ou la personne qui interprète d'une manière différente certains chiffres. Donc c'est une question très très ardue et très compliquée, mais il me semble nécessaire de la traiter parce qu'on a vu la multiplication de fake news, à la fois de déstabilisation, d'influence de différents États. Il y a eu une guerre de l'information entre la Chine, l'Occident, la Russie, etc. Et également, il y a des problèmes au niveau du message médical. Il y a certaines personnes qui ont essayé de tirer profit financièrement, individuellement, de la crise. Et donc, il a aussi été prêt à distribuer des fausses informations pour gagner de l'argent. Alors, je rebondis là-dessus, puisque vous êtes d'ailleurs toujours engagé contre la désinformation scientifique depuis le début de la crise. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette notion de fake news? Appliquons-la à l'actualité de la crise sanitaire. On traitait de complotistes, à l'exemple du coup de Rudi Reichstadt, les Français qui doutaient de la thèse zoonautique sur l'apparition du virus, donc transmission de l'animal à l'homme, en pensant par exemple que le virus avait été fabriqué en laboratoire. Moins d'un an plus tard, l'OMS considère cette thèse comme crédible. Alors évidemment, les Français à l'époque qui défendaient cette thèse de la fuite du laboratoire n'avaient pas toutes les données qui leur permettaient rationnellement de dire que c'était le cas. Mais néanmoins, est-ce que ça montre pas, ça met pas à jour l'ambiguïté de cette notion, de ce terme de fake news? Alors là, c'est une question extrêmement intéressante parce que même s'il y avait eu fuite de laboratoire, c'est pas encore établi. Et moi personnellement, je pense que c'est pas le cas. Mais même s'il y avait eu fuite de laboratoire, ce qui était complotiste à l'époque reste complotiste. Parce qu'il y a des personnes qui, même si elles tombent juste, peuvent avoir un raisonnement complètement faux. Et c'est le cas, par exemple, de Luc Montagnier, qui racontait n'importe quoi d'un point de vue scientifique. Même s'il y avait eu fuite de laboratoire, ce que lui racontait n'avait pas de sens. Alors il disait, je rappelle, Luc Montagnier, donc prix Nobel de médecine, je dis pas de bêtises, et qui expliquait qu'il y avait des incursions génomiques, c'est ça, de VIH dans le virus du Covid. En fait, ce qui a été fait pour bien expliquer la chose, pour pas laisser d'ambiguïté, et on a comparé les séquences génétiques de ce virus nouveau au virus connu. Et on a vu qu'il manquait certaines régions, des inserts. Et ces inserts, on les a blastés, ça s'appelle. C'est un outil qu'on utilise sur Internet, que les généticiens utilisent, pour vérifier si ces séquences correspondaient à quelque chose de connu. Et quand on blaste une séquence beaucoup trop courte, qui fait par exemple 15-20 bases, et j'ai rendu ça public sur mon blog, on peut regarder, on tombe sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a 500, 600 occurrences. On le retrouve dans une bactérie, dans machin, on le trouve partout. Et parmi les différentes choses dans lesquelles on trouvait cette courte séquence, par hasard, on l'a trouvé aussi dans le virus du sida. Donc, du coup, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais c'est un recombinant avec le virus du sida ». Non, c'est pas du tout le cas. On n'a pas recombiné une grosse séquence fonctionnelle du sida dans le virus. Il y a une petite séquence qui ressemble à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc Montagnier, il n'y a pas grand monde qui a relevé, mais lui, il ne s'appuyait même pas sur ça. Il s'appuyait en partie sur ça.
C'est des Indiens qui avaient fait ça, en fait, sur un préprint qui a été rétracté, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Mais surtout, il s'appuyait sur les travaux de Jean-Claude Pérez, son ami, qui, lui, j'invite les gens à regarder sur Internet les bouquins qu'il écrit. Il parle d'un code secret dans l'ADN. Il fait quelque chose d'ésotérique, à mon sens, qui n'a plus du tout de sens, de rationalité scientifique. Sans aller dans ces excès-là, on a reçu ici Brice Perrier qui a fait une enquête sur le virus, sur les débuts de l'apparition du virus. On sait qu'il y a des laboratoires qui recombinent des virus et d'une certaine manière, cette thèse était proposée dès le début en disant peut-être que le virus sort d'un laboratoire, qu'il a fuité d'un laboratoire parce qu'il y a certains laboratoires comme celui de Wuhan qui manipulent. C'était assez taxé rapidement de complotistes à l'époque et d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est une thèse qui est non pas avalisée mais très largement considérée, enfin avec d'autres évidemment. Et à mon sens, là, il y a justement une confusion. C'est pas cette thèse-là qui a été taxée de complotiste. Bien au contraire, quand on regarde les FOSSILeaks et les documents qui ont été rendus publics légalement par rapport à Fauci, on voit qu'il a pris la thèse très au sérieux, qu'il a échangé avec différentes personnes et qu'il a regardé cette thèse-là sérieusement. Lorsqu'il y a une expression publique, une sorte de consensus scientifique, c'est une fois qu'il a établi ce consensus scientifique avec les autres scientifiques, il a étudié la chose, il a publiquement communiqué en disant « Bon, on a regardé tous les éléments qui pointaient vers du traficotage, on va dire génétique, et on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Pour nous, c'est vraiment pas le cas. Par contre, dans le contexte actuel, c'est extrêmement tendu. Il y a des thèses complotistes qu'il faut combattre. Et il y a des gens qui ont fait la confusion, qui ont cru que qui parlaient en général, que toute affirmation qui disait cela sans aucun discernement serait complotiste. Non, en réalité, ce qui était taxé de complotiste, c'était une opération qui a eu lieu et qui a été documentée par les services de renseignement. C'est public. On a des documents qui ont été rendus publics par à la fois les services de contre-espionnage européens et les services de contre-espionnage américains. À la fois, il y a eu un agenda chinois qui essayait de dire que le virus avait été importé par les militaires américains 2 mois avant novembre, lors d'une opération américaine. Il y a eu même des rumeurs comme quoi ça sortait de Fort Detrick, des forts américains, des bases militaires américaines. Pour ne pas attribuer la responsabilité du coup à la Chine et au laboratoire de Wuhan. Du coup, effectivement, mais c'était une vraie campagne financée par l'État. Et c'est là que c'est intéressant, parce que lorsqu'on sait ça, on sait que dans leur agenda, il est intéressant de soutenir, c'est les tactiques habituelles que font les influenceurs, ils soutiennent ils essaient de se crédibiliser en invitant des personnes crédibles, et puis en même temps, ils soutiennent tous les messages qui vont dans leur sens ou qui peuvent alimenter leur narratif. D'accord. Et donc là, effectivement, le message de Montagnier, le message de soutenir leur narratif, donc ils le diffusent. Des messages plus sérieux soutenir leur narratif, donc ils les diffusent. Donc ils vont soutenir tout ce qu'il y a qui soutient ce narratif. Et là, on était vraiment dans une guerre de l'information qui était très problématique. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je comprends et je conçois qu'il y ait des guerres de l'information entre États. Il y a des tensions. Il y a des influences. Ici, je sais que je suis sur une influence russe, mais il y a des influences américaines, il y a des guerres d'influence partout. Et par contre, ce que je trouvais extrêmement dommage, c'est que là, on est dans une situation de crise où, en tant qu'être humain, moi, je suis très profondément humaniste. Je pense qu'on aurait dû beaucoup plus être solidaires et essayer de s'entraider et ne pas laisser ces tactiques avoir lieu et se faire. Et je pense qu'en ce sens-là, c'était très pertinent le message qui était donné, qu'on devait lutter contre ces théories du complot précises. C'est-à-dire, et d'ailleurs, les théories du complot ont tendance à renforcer finalement la radicalité, entre guillemets, des débunkers. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait eu une plus grande ouverture à certaines études, à certaines recherches sérieuses, si jamais il n'y avait pas eu toutes ces thèses complotistes qui venaient en fait nuire à ce travail. Alors, justement, pour rebondir sur ce succès qui est dit des fake news auprès du grand public, est-ce qu'on n'a pas tendance à la surexagérer je veux dire, en 67, Jean Rostand écrivait au sujet de la radio que l'usage de transistors n'a pas rendu les hommes plus sots, mais que la sottise s'est faite plus sonore. En évoquant du coup un autre média aujourd'hui, évidemment, qui est Internet, est-ce que cette fièvre complotiste, comme l'appelait Rudi Reichstadt, de manière un peu hasardeuse, ne serait en réalité, ce qu'en réalité elle n'est pas vraiment plus importante, mais elle est surtout plus audible. Ouais, elle a surtout changé de nature. On peut revenir à l'histoire des fake news, on peut retourner à l'Antiquité, en Égypte. Ça existait de tout temps, en fait. Ça existait. Il y avait des guerres qui étaient perdues. Et le pharaon qui va dire on a gagné la guerre, il va revenir, il va faire créer une fake news nationale, et puis tout le monde va croire qu'ils ont gagné la guerre. C'est ça que je veux vous dire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas surexagéré. Et donc aujourd'hui, en fait, on a beaucoup plus accès à l'information, parce que l'information vient à nous, en fait, on n'est plus en train de la chercher. Et donc, ça a carrément changé de nature. À une époque, il était possible de créer des fake news étatiques. Par exemple, quand je reviens dans les années 80, maintenant, guerre froide, l'opération infection,
qui était une opération de fake news aux États-Unis pour faire croire que le VIH n'existait pas ou n'était pas d'origine virale. Cette opération, elle était possible parce que les médias avaient une sorte de mainmise, avaient un certain pouvoir et parce que tout le monde n'avait pas accès aux médias facilement. Donc on arrivait à corrompre quelques chercheurs, 2-3 chercheurs, on leur donnait un peu d'argent, on leur faisait dire quelque chose et tout de suite ça rentrait dans les médias. Aujourd'hui, il y a foison de diffusion, on n'a plus besoin de passer par un média reconnu pour pouvoir donner une information. On peut s'adresser directement au public et avoir une énorme visibilité. Donc, je crois que c'est surtout sur ça que ça a changé. Et je suis pas quelqu'un qui a regardé l'histoire des complots d'une manière statistique, etc. Donc, j'aurais du mal à quantifier ça. Mais dans le ressenti personnel, j'ai l'impression qu'il y a eu une amplification. Je suis plutôt d'avis que c'est pas quelque chose qui était inaudible à une époque et qui est devenu audible. Il y a de ça, sans doute, une partie, mais je pense que ça a aussi été amplifié par les réseaux, notamment par les effets de bulle, etc. De toute façon, la commission qui a été nommée a pour objectif d'établir un consensus scientifique à ce sujet. Il se pose la question. Alors, vous parlez de la commission, vous êtes également professeur. Parmi les lieux privilégiés par cette commission anti-complot, on l'appelle la commission anti-complot, il y a l'école. Alors, si je voulais être un poil ironique, plutôt qu'organiser des chasses aux fake news à l'école, est-ce qu'on ne devrait pas s'occuper de revaloriser le niveau de l'instruction publique, ne serait-ce que pour fournir aux enfants les bases minimales pour organiser correctement leur raisonnement et pas tomber du coup dans certains pièges de certaines thèses? Alors effectivement, c'est intéressant. Je pense que l'éducation est une clé vraiment essentielle. Pour ma part, j'ai été chargé de mission au centre de liaison d'éducation aux médias et à l'information. Donc il existe des choses qui sont peut-être pas assez financées, pas assez mises en avant, qu'on peut essayer de développer un petit peu et où il faut faire très attention. Donc moi, dans mes enseignements, je faisais très attention à montrer qu'il n'y avait pas qu'un seul générateur de fake news, qu'il fallait avoir un esprit critique avec l'ensemble des médias, qu'il y avait aussi des erreurs possibles. C'est pas toujours une intentionnalité, la fake news, ça peut être une erreur. Donc, je montrais l'erreur possible et l'intégrité d'un média. Un média qui se trompe, lorsqu'il est intègre, il va se corriger, il va se rectifier. Il va dire, on s'est trompé à cet endroit-là. Et on rectifie. Il y a des médias qui jamais ne font de correctif, qui vont toujours diffuser, et chercher finalement à influencer en quelque sorte sans jamais se corriger. Moi, j'incite beaucoup plus les médias à dire, bon, là, on s'est planté, ça arrive, mais du coup, on a une intégrité. Regardez, on s'est planté, on est intègre. Et donc, il y a une éducation aux médias qui est faite à l'école, qui manque un petit peu, je pense, à la fois de finances et d'investissement, et qui repose sur les académies. Donc, c'est-à-dire que chaque académie a son centre de liaison, et forme les enseignants et essaie d'influencer un petit peu localement, mais il y a des académies où ça se fait à fond et puis il y a des académies où ça se fait pas beaucoup parce que il y a quelqu'un, c'est une question de personne à la fois motivé ou pas et de moyens mis par le recteur de l'académie. Donc je pense qu'il faudrait réaffirmer ça dans les priorités auprès des recteurs des académies. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est surtout que les contenus ne soient pas orientés clairement en montrant qu'un seul type de média ou qu'un seul type de fake news, mais plutôt en montrant un petit peu les mécanismes qui amènent aux fake news et en montrant aussi les indicateurs de crédibilité d'un média. Alors, est-ce que ça, c'est le rôle de l'école? Parce que le but de ma question, c'était vous demander, est-ce que face à la chute du niveau scolaire, alors peut-être que vous la contestez, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais il y avait encore une étude de 2020 qui plaçait la France avant-dernière d'un classement international sur l'enseignement des maths et des sciences. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas par rapport aux élèves qui sortent du lycée, qui sortent de l'école publique et qui n'ont peut-être pas les moyens intellectuels de faire face à l'ensemble des données, des informations qui leur sont fournies, ou du moins, n'allons pas jusque-là, mais d'avoir une démarche assez rationnelle, de prendre de manière mesurée ce qui leur est donné. Alors, très bonne remarque, mais j'ai mal répondu à cette question-là. Alors, je vais préciser pour cette partie sur les classements. Je trouve que c'est un thermomètre, ces classements. Et moi, j'ai souvent contesté ces thermomètres-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont on évalue. Ça peut être adapté plus ou moins à une certaine culture. Et l'élément que je donnerais pour contrer un peu cet argument, ce serait de dire, mais on voit que le complotisme se développe de manière internationale, y compris dans les pays qui sont plutôt bien classés dans le système éducatif. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas que ce soit lié nécessairement à une baisse d'un niveau scolaire en France. Et j'aime pas tellement taper tout le temps sur. Alors c'est une sorte de rengaine qu'on a régulièrement. On tape sur les jeunes en disant oui, c'est plus ce que c'était avant. Et puis quand on regarde les textes des années 1920, on a les mêmes rengaines en fait. De tout temps, on dit ouais, les jeunes c'est plus ce que c'était, ils sont devenus bêtes.
Si c'était vraiment le cas, on serait complètement abruti aujourd'hui à un point inimaginable. Est-ce que c'est pas le cas? Pas à ce point-là. Je pense que c'est pas le point. C'est pas le cas à ce point-là. Je pense qu'on a tendance à ne pas voir l'ensemble du public scolaire, mais plutôt à se fier à son expérience personnelle. Or, si on a été plutôt un bon élève, plutôt dans un bon lycée, plutôt dans des classes qui marchaient bien, etc., et qu'on découvre des personnes qui n'étaient pas dans notre milieu scolaire, mais qui ont été exclues du système scolaire plus tôt, qui étaient dans d'autres types de lycées, etc., dans des ZEP, ou dans des zones qui avaient moins de moyens, justement. C'est les zones qui ne sont pas d'éducation prioritaire, mais qui n'ont pas de moyens, où c'est le pire. Ils vont se retrouver avec une grosse différence. Je pense qu'il y a aussi un accès à la culture qui est important. Donc, je pense qu'il ne faut pas blâmer nécessairement les gens. Et j'ai l'impression que quand on regarde les compétences, moi, quand je regarde à petite échelle mes élèves, j'ai pas envie de leur jeter complètement la pierre. Ils sont très intelligents. Mais c'est pas les élèves que je disais, évidemment. Ouais. C'était plutôt l'éducation nationale et la manière d'enseigner. Et au système éducatif, l'éducation nationale, on peut toujours faire mieux. Il y a toujours des améliorations à faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde est déconnecté des connaissances sur l'éducation. On a beaucoup évolué, on est en train d'intégrer énormément de théories de l'éducation. Je pense notamment à la zone proximale de développement, c'est quelque chose qui est très très fait. On passe au système de notation, on réfléchit à ce qui va être le plus adapté aux élèves, à l'auto-évaluation. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions qui se font en France. Je pense qu'il ne faut pas juste jeter la pierre, mais effectivement, il y a aussi comme on dit, le mammouth, c'est dur à faire évoluer l'éducation nationale. Il y a des initiatives qui se font. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une belle liberté pédagogique dans l'enseignement. Donc, je fais beaucoup confiance aux professeurs quand je regarde mes collègues enseignants. Je vois vraiment qu'il y a une dynamique, il y a une envie de bien faire. Qui se heurtent parfois à des programmes, à des carcans un petit peu fermés ou des choses comme ça, mais mais je pense qu'on a des initiatives et on va se développer, on va se réinventer, il faut aller de l'avant. Et je ne serais pas du tout trop pessimiste sur ça. J'ai espoir. Je pense qu'on récolte aussi parfois des choses. Il ne faut jamais oublier que le niveau scolaire qu'on a actuellement est une récolte de réformes passées, etc. Il ne faut pas juger l'état actuel des choses au résultat actuel. Il faut aussi regarder ce qui va se produire dans 10 ans, dans 20 ans. Et j'ai un bon espoir qu'on remonte un petit peu et qu'on change aussi un peu les thermomètres, qu'on regarde d'autres thermomètres que ceux... y a certains classements type Shanghai, etc., qui peuvent être adaptés à certains modes de fonctionnement, certaines lectures. Et puis, il y a d'autres types de classements qui vont être plus adaptés à nos résultats à nous. Merci Alexander Samuel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie et enseignant en mathématiques et vous tenez un blog rechercheindépendante.blogspot.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aimer, commenter, partager cette vidéo et évidemment à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.